qui est presque d'actualité de jour le jour. À toi, Jean-Pierre. Bien, merci Albert. Mon sujet est un peu particulier, il est en quelque sorte en porte-à-faux par rapport à notre colloque, mais en même temps, on a pensé avec Patrick Charlot que c'était important quand même d'avoir ce qu'on avait au départ appelé un regard critique sur le printemps arabe. Ce que je vais vous dire n'est pas seulement le fruit de réflexions personnelles, c'est également le fruit de lectures multiples que j'ai pu faire ces dernières semaines sur le sujet, qui parfois m'ont d'ailleurs surpris. La première chose, mais je la cite pour l'écarter, c'est la thèse assez répandue dans certains milieux qui voit dans les révolutions arabes que nous avons connues un complot. La vieille thèse du complot qu'on a connue quand on connaît bien l'histoire dans cette région du monde. Et alors on développe cette idée que ce sont les États-Unis qui sont intervenus pour encourager ces révolutions, qu'ils ont utilisé les nouvelles technologies de communication pour accomplir leurs desseins, et qu'en particulier, ça j'insiste un instant sur ce point, ils ont subventionné toute une série d'organisations non gouvernementales qui en effet ont joué un rôle important dans les processus que nous allons maintenant envisager. Je crois qu'il y a du vrai dans le rôle qu'ont joué les ONG. Personnellement, je ne crois pas du tout à l'existence d'un complot. D'ailleurs, j'en profite au passage pour observer que l'Occident n'a rien vu venir. On se souvient encore des voyages de Madame Alliot-Marie, que j'ai bien connue autrefois, dans l'avion de Ben Ali, quelques jours avant le déclenchement de la révolution en Tunisie. Donc, on reviendra éventuellement à cette question, mais pour l'instant, je l'écarte. Il y a peut-être d'ailleurs une question existentielle dans le thème même que nous proposons de développer. Existe-t-il un monde arabe? La question mérite sans doute d'être posée. Certains ont parlé d'une nation arabe. Et j'ai noté que la nouvelle constitution égyptienne y fait encore référence. C'est tout un débat. Je crois qu'il y a eu de grandes civilisations dans le monde arabe. Il y a surtout une langue, la langue arabe, qui est probablement, en tout cas à mes yeux, la plus belle du monde. On se souvient, on a dans les oreilles les chants d'Kalsoum ou de Férouz. Et je pense personnellement que la cantillation du Coran est une des choses qui, d'un point de vue strictement esthétique même, sont parmi les plus abouties. Donc ce n'est pas moi qui vais décrier la langue arabe, qui est en même temps la langue de Dieu pour les musulmans, la langue dans laquelle, avec l'intermédiaire de l'archange Gabriel, le Coran a été dicté aux prophètes. Donc c'est sûr que ça constitue un lien très profond des pays, non pas des pays musulmans, des pays arabes et musulmans entre eux. Un lien relatif, car on ne parle pas l'arabe de la même façon partout. C'est une première question. J'ai vécu en Algérie et me souviens du processus d'arabisation qui a été au début très difficile parce que les gens parlaient un arabe dialectal, mais ils comprenaient mal l'arabe littéraire dans lequel, néanmoins, se faisait l'arabisation du pays. On y reviendra sous d'autres angles. Et puis, c'est une vision qui s'est révélée très réductrice. Et je me souviens de la litanie du président Boumedienne parlant de l'Algérie comme un pays arabo-musulman. Et les Kabyles, les Berbères ne se sentaient pas à l'aise dans cette expression. Donc il y a d'autres langues, les langues berbères en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, en Tunisie, en Libye, dans l'ouest de la Libye, les langues kurdes, parce qu'il y a plusieurs langues kurdes, et ainsi de suite. Donc il y a là, vous le voyez, si on insiste sur la langue arabe, la difficulté d'un discours un peu réducteur.
D'une façon générale, je crois que les pays arabes, parce qu'on emploie quand même cette expression, ont eu beaucoup de mal, dans les générations qui nous précèdent, d'assumer complètement leur passé. Je me souviens, c'est un exemple, de la présence du président Bouteflika à des manifestations organisées à Annaba, l'ancienne Beaune des Français, l'ancienne Hippone de l'Empire romain, et c'était un colloque sur Saint-Augustin, né à Annaba, et qui est le premier des pères de l'Église. Donc ça avait surpris beaucoup d'Algériens qui découvraient une part de leur passé. Et j'ai noté là encore, puisqu'elle nous a été communiquée fort aimablement ce matin, que le préambule de la nouvelle constitution égyptienne tente d'assumer ces diverses significations de l'Égypte à travers l'histoire. Le monde ne commence pas avec la révélation du prophète. Ce serait d'ailleurs une aberration de penser, puisque le Coran lui-même se réfère aux civilisations ou aux religions précédentes. Le Coran est le sceau des prophètes, mais il ne nie pas l'existence des autres religions. Je crois que le monde arabe a surtout été, de nos jours, une construction politique. C'est la création, évidemment, en 1945, de la Ligue des États arabes, et elle s'est étendue avec les indépendances. Il n'est pas sûr qu'elle soit complètement achevée. Certains verraient le Niger, par exemple, en faire partie. C'est sûr que le monde arabe est parlé au-delà des limites de la Ligue des États arabes. Mais je pense néanmoins que le cadre actuel est le bon. Naturellement, cette construction politique n'écarte pas la référence fondamentale à l'islam. Mais, comme le montre d'ailleurs un petit papier que j'ai fait circuler, l'islam a été l'objet d'interprétations extrêmement multiples, plus encore que le christianisme. Il y a toutes sortes d'interprétations qui vont des interprétations les plus rigoristes aux interprétations les plus libérales, y compris d'ailleurs dans la péninsule arabique, puisqu'on voit le wahhabisme en Arabie Saoudite et l'ibadisme au contraire, par exemple à Oman. Il y a une très grande diversité qui montre à quel point le problème est complexe. La tentative d'ailleurs de créer une nation arabe, à l'origine a été une tentative laïque. C'est la tentative du Bas, dont l'un des fondateurs était d'ailleurs un chrétien orthodoxe de Syrie, Michel Aflaq. Et ce mouvement de renaissance arabe a eu, pendant quelques années, beaucoup d'importance. Il a donné l'impression qu'un processus était en cours, et puis finalement, il a tourné court, puisque la série de coups d'État en Syrie qui préfigurait le régime actuel a conduit, par exemple, Michel Aflaq à quitter la Syrie pour l'Irak. Et en définitive, à une certaine époque, juste au moment où Saddam Hussein s'est emparé du pouvoir, on disait que le Bas militaire, c'était à Damas, le Bas civil, c'était à Bagdad. Il y a eu d'autres tentatives, notamment à l'époque du colonel Nasser, la République arabe unie. Il y a eu beaucoup de tentatives de Kadhafi, qui à plusieurs reprises a passé des accords d'unification avec la Tunisie, avec l'Algérie, avec l'Égypte, mais tout cela n'a jamais duré très longtemps. S'il y a un point commun entre tous les pays arabes, avec toutes les restrictions que je viens de faire, et jusqu'au printemps arabe, c'est peut-être, alors ici, les choses prennent un autre tour, le retard politique extrême qui était celui du monde arabe, non pas seulement par rapport au reste du monde, mais par rapport à l'Afrique et par rapport aussi aux États musulmans dans le monde. Une question récurrente a souvent été posée, l'islam est-il compatible avec la démocratie? Il n'était pas difficile d'évoquer beaucoup de pays non arabes où la démocratie existait dans des formes qui étaient les siennes, mais en Indonésie par exemple, on n'avait pas de doute sur le sujet. Alors les pays arabes
ont été en quelque sorte liés entre eux par toute une série de refus. D'abord, le refus de la version occidentale des droits de l'homme, de ce qu'ils considéraient comme tel, qui a été très significative. L'absence de véritable démocratie électorale, avec en particulier l'organisation d'élections plébiscitaires et le refus des observateurs internationaux. L'exercice dictatorial du pouvoir, généralement au profit d'une minorité, souvent d'origine militaire. Et puis, il faut bien le dire, une sorte d'incapacité de sortir d'une rhétorique impuissante, que nous montre d'ailleurs l'évolution des relations des États arabes avec Israël. Il y a eu comme une impossibilité d'assumer la réalité de la situation. À une certaine époque, les choses ont évolué, et puis elles ont ensuite tourné. Alors, y a-t-il eu historiquement des exceptions à ce retard historique du monde arabe? Il y a eu des tentatives. Il y a eu au Maroc la tentative d'instaurer une monarchie constitutionnelle, qui a au moins partiellement abouti. Il y a eu la tentative du Bas, dont je parlais tout à l'heure. Il y a eu plusieurs tentatives, mais actuellement, il est assez difficile de s'y retrouver. Si on prend l'exemple de la Libye, il est extrêmement difficile de s'y retrouver dans l'examen de la situation en Libye, où le conflit, réglé dans un premier temps dans le cadre d'une résolution des Nations Unies, la Chine et la Russie s'étaient abstenues, mais dont les interprétations ont été ensuite très contestées, en Libye, où on avait assisté au départ à une sorte de révolution locale du côté de Benghazi. Il ne faut pas oublier que les gens de Benghazi étaient davantage liés à l'islamisme fondamentaliste que Kadhafi lui-même. Donc là, il y a eu toutes sortes d'événements, y compris naturellement la chute de Kadhafi, mais actuellement, la situation reste extrêmement trouble. Alors, peut-on assister à des renversements des alliances? Observons au passage que c'est classique dans les relations internationales. Le dernier exemple qui se dessine sous nos yeux, presque incroyable, c'est la nouvelle alliance entre les États-Unis et le Vietnam contre la Chine, dans ses revendications maritimes. Qui l'eût cru? Alors peut-on imaginer aujourd'hui un rapprochement des États-Unis et de l'Iran, pour sortir un instant du monde arabe, devant les risques djihadistes très importants auxquels les deux pays sont soumis? On peut se poser la question. Revenons quand même au fait qui était l'objet de mon propos. Alors, il est incontestable qu'à partir des événements qui se sont produits en Tunisie, il y a eu un grand phénomène de contagion. J'avais noté qu'il exprimait dans le fond l'existence d'un grand corps malade, pour prendre le nom d'un groupe musical d'aujourd'hui, mais les situations sont restées très différentes d'un espace à l'autre. On évoque la Tunisie, la Libye, le Bahreïn, l'Égypte, le Yémen, la Syrie même. La situation n'est jamais la même. On est renvoyé en fait à autant de situations de fait qu'il y a d'États concernés. J'ai déjà noté le rôle très important des nouveaux moyens de communication dans tous ces processus dont la jeunesse s'est emparée à une grande échelle. Alors le plus frappant réside peut-être dans l'évolution géopolitique du monde arabe, sous réserve, dans des directions, à vrai dire, vraiment inattendues. Bon. L'une des conséquences de l'intervention internationale en Libye, en particulier de l'intervention française, a été la dispersion de contingents très importants, surarmés, dans l'immensité du sud du pays. Et je peux vous dire par exemple que les services français, grâce à leurs satellites,
observe en permanence la présence de ces troupes dans le sud libyen. Ces troupes qui sont à l'origine de l'attentat commis en Algérie à In Amenas, qui était un attentat terrible, qui, s'il avait abouti, aurait mis l'État algérien en grande difficulté, car il aurait pu neutraliser la production d'In Amenas sur une longue période. Heureusement, il a échoué. Donc, dans toute la bande sahélienne aujourd'hui, les combats djihadistes, sous des formes qui peuvent varier, mais qui sont quand même corrélées entre elles, parce qu'elles-mêmes, elles utilisent largement l'Internet, cette zone immense a conduit à toutes sortes d'événements, au Mali, avec l'intervention française, au Nigeria, avec aujourd'hui l'action de Boko Haram, en Centrafrique, où vraiment, alors, le processus est typique. Moi, j'ai été en Centrafrique plusieurs fois, il n'y avait jamais eu de problème entre les chrétiens et les musulmans en Centrafrique. Ce sont des interventions extérieures, notamment venues du Tchad, qui ont créé ce problème avec toutes les conséquences qu'il a aujourd'hui. Alors, de cette situation, on peut peut-être faire apparaître certains éléments nouveaux. Qui eût cru que l'Algérie autoriserait la France à survoler son espace aérien et par des bombardiers, qu'en plus l'Algérie a aidé à ravitailler en vol. Inimaginable, et c'est pourtant la réalité. Qui eût pensé que la France et l'Algérie se rapprocheraient d'un point de vue militaire? Là encore, dans l'histoire des relations internationales, l'ennemi commun. L'ennemi commun est vraiment un facteur extraordinaire de rapprochement des États. Et la France et l'Algérie sont engagés dans un processus de coopération militaire, ce qui est évidemment tout à fait nouveau. Mais l'Algérie avait déjà abrité des réunions contre le terrorisme présidées par les États-Unis. Donc l'Algérie, à ce point de vue, compte tenu des risques extrêmes qui pèsent sur ce pays et de l'expérience qu'il a du terrorisme, l'Algérie, naturellement, a été contrainte de placer sa survie au-dessus d'autres considérations. Alors, ces considérations nous ont un peu éloignés du néoconstitutionnalisme, et pourtant, on voit bien, dans l'évolution du printemps arabe, que c'est par la Constitution, en définitive, que chaque pays peut trouver le moyen de parvenir à une certaine paix civile. Et on pense à la Tunisie, à l'Égypte, à d'autres pays encore. On peut ici, pour terminer, s'interroger sur plusieurs questions. Quelle est la nature du pouvoir dans les sociétés dont nous parlons? Je crois que l'exercice du pouvoir est souvent charismatique. J'en donnerai un exemple personnel, en m'excusant au passage de le faire. Mais en 1972, j'étais au Caire avec Jacques Lang, voyage personnel, mais qui nous avait conduit à être reçus par un avocat égyptien qui était juif, communiste, arabe, et qui avait été en prison à l'époque du général Nasser, colonel Nasser. Et vous savez peut-être que le soir de la mort de Nasser, le peuple égyptien est descendu dans la rue et, chose extraordinaire, il a composé une chanson dont cet avocat nous a fait entendre le disque, l'enregistrement. Une admirable chanson que le peuple a lui-même imaginée dans la nuit. Et au moment où ils écoutaient cette chanson, cet avocat et sa femme, victimes de la répression nassérienne, se sont mis à pleurer. Alors c'est resté dans mon esprit un bon exemple du charisme. Le colonel Nasser était un personnage charismatique, parce qu'il avait incarné à certains moments un idéal, un avenir. Aujourd'hui, le charisme est un peu en panne. C'est le moins qu'on puisse dire. Bouteflika est certainement un homme respectable, et en tout cas, selon le ministre des Affaires étrangères français,
qu'il a rencontré la semaine dernière, il est en parfaite santé mentale, mais évidemment pas du tout en bonne santé physique. C'est difficile de parvenir à un exercice du pouvoir de type charismatique dans ces conditions. Donc un pouvoir souvent charismatique, des garanties souvent formelles. Je fais ici référence à l'exposé remarquable d'ailleurs d'Hélène Touran, les garanties sont souvent formelles. Et puis, il y a aussi, dans ce contexte, la présence de la rue arabe. Ce qu'on appelle en sciences politiques la rue arabe. Bon. Alors, actuellement, c'est la capacité qu'ont les populations arabes, en général méditerranéennes. Je crois qu'il ne faut pas trop s'arrêter à la spécification qu'implique le terme qu'on utilise, à se mobiliser d'un instant à l'autre. Et on peut dire que les gouvernements arabes vivent dans la hantise de ces manifestations qui peuvent provoquer, comme on l'a vu d'ailleurs, des changements très rapidement. Des manifestations qui tiennent parfois de l'hallucination collective. Là encore, je citerai un exemple personnel. J'étais à Alger au moment de la guerre des 6 jours, en 1967. C'était une chose extraordinaire, parce que nous, les coopérants français, on écoutait Europe 1, parce qu'il n'y avait pas la même diversité qu'aujourd'hui. On avait des informations largement crédibles quand même. Et nos collègues algériens, puis quelques Français, n'écoutaient que la radio algérienne. Et alors, il y avait, au fil des jours, un extraordinaire fossé entre les uns et les autres, puisque là où on apprenait qu'un certain nombre de l'aviation égyptienne, par exemple, avait été détruite, on pourrait y revenir, eux croyaient savoir que les mirages israéliens étaient détruits les uns après les autres. Et tout ça aboutit à, évidemment, la nécessité de se rapprocher de la vérité. Le jour où on a annoncé l'intervention de Boumedienne, je me souviens encore, on avait passé toute la nuit à l'attendre et il n'a parlé qu'à 10 h du matin en dénonçant l'Égypte. J'ai vu ce spectacle extraordinaire de dizaines de milliers de jeunes Algériens descendre la rue d'Ilouche Mourad en hurlant Nasser au poteau et allant détruire le centre culturel égyptien. Ce sont des choses qui m'ont évidemment frappé. Je n'ai pas suffisamment parlé des frères musulmans, qui sont quand même au cœur de la contradiction du système, la contradiction des urnes. Bien sûr, il faut des élections, si possible régulières, mais elles peuvent porter au pouvoir les frères musulmans ou les partis qui s'en inspirent. On voit d'ailleurs les contradictions du système, y compris dans la péninsule arabique. C'est ainsi par exemple que le Qatar, le jeune émir qui a succédé récemment à son père, a soutenu Morsi en Égypte contre les autres États du Conseil des États du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi et Bahreïn. Donc c'est une contradiction qui ne peut pas échapper à l'observateur. On pourrait conclure en évoquant les paradoxes de la démocratie. Comme disait Churchill, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Ce n'était pas la conviction de Jean-Paul II qui, lui, apportait plus que des nuances à l'idée de la démocratie. Il n'était pas, au fond de lui-même, véritablement démocratique. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de conflit entre la démocratie et le rétablissement d'un califat, le rétablissement imaginaire d'un califat, dont les groupes islamistes prétendent poursuivre l'objectif. C'est un califat imaginaire dont on ne comprend pas bien les formes qu'il prendrait, la situation où il se trouverait, l'endroit même où il se situerait. Tout ça reste dans le vague, mais les événements actuels en Irak montrent quand même la force de cette idée. Et en parallèle, naturellement, on ne peut pas évoquer une véritable déstabilisation de la région du Machrek, avec aujourd'hui
l'évolution tragique de la situation en Syrie et la position ambiguë d'Israël à l'égard de ce conflit. Vous voyez, ça partait un peu dans toutes les directions. C'est pour ça que, pour ne rien oublier, j'avais pris des notes, ce qui n'est pas mon habitude. J'espère ne pas vous avoir trop dispersé. En tout cas, Monsieur le Président, je vous remercie.